Bonjour à toutes. C'est très impressionnant de parler devant un auditoire quasiment exclusivement féminin. J'ai vu qu'il y avait quelques messieurs qui se cachaient dans le coin. Ils sont les bienvenus aussi, mais voilà, je voulais déjà marquer cette chose tellement impressionnante. Il y a dans la salle des visages qui me sont familiers, que j'ai vus l'année dernière, qui sont venus me voir ce matin en disant l'année dernière, ça a été un événement, vraiment une balise dans mon parcours. Donc je vous souhaite à chacune aujourd'hui d'avoir cette même éclairage, en tout cas qu'il se passe quelque chose de décisif pour que vous puissiez y voir clair sur là où vous êtes et là où vous avez envie d'aller. Voilà, donc moi j'ai choisi en fait de m'appuyer sur ce petit ouvrage que vous trouverez sur le palier si vous avez envie, qui s'intitule « Réenchanter votre job », c'est déjà toute une ambition. Et j'ai choisi dans cet ouvrage un outil qui parle en fait des saisons professionnelles. Parce que je trouve que c'est une grille de lecture qui permet de prendre du recul pour savoir où on en est et de quoi on a besoin exactement. Alors j'ai reformulé cette thématique en petite ou grande transformation. De quel accompagnement ai-je besoin ? Je pourrais me présenter plus en détail et vous dire que moi aussi j'ai changé de métier plusieurs fois. Donc à plusieurs reprises je me suis retrouvée à la croisée des chemins. En gros, est-ce que je fais un petit ajustement ou est-ce que vraiment je rebats les cartes et je passe à autre chose ? C'est ce qui m'a amené à écrire cet ouvrage, c'est ce qui m'amène à accompagner régulièrement des femmes, des hommes aussi. Et voilà, c'est autour de ce sujet-là que j'ai choisi qu'on ouvre cette table. Voilà, quelle saison aujourd'hui pour moi ? Alors vous devinez que derrière le mot saison, c'est pas seulement qu'on est le 6 juin et qu'on est au printemps et bientôt en été, c'est vraiment une saison métaphorique, avec l'idée que c'est des cycles successifs qui nous échappe en partie, mais en même temps, c'est quelque chose qui marche tout seul. Donc, l'objet de votre réflexion, c'est probablement de repérer où vous êtes aujourd'hui et à quelle vitesse vous avez envie ou vous pouvez passer à la saison suivante. Je vais vous les décrire, si vous le voulez bien, en commençant par l'été. Donc, l'été, on est dans le cadran en haut à gauche. L'été, c'est symboliquement la situation où professionnellement, vous êtes à fond, vous travaillez beaucoup, vous êtes dans une logique de productivité. Vous êtes certainement performante dans ce que vous faites. Vous pouvez avoir du plaisir aussi à travailler beaucoup. Et puis, il peut y avoir un moment où on arrive en butée de quelque chose. C'est-à-dire que le risque de surchauffe, il nous guette tous, toutes. Il guette souvent les meilleurs, je m'entends, les plus engagés, les plus investis, les personnes qui ont le plus de choses à donner. Et puis, il y a un moment où on peut arriver au bout d'un truc et se dire ça colle plus. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous voyez, c'est tout en haut. Ça veut dire quelque part que si on accepte de laisser faire les choses, si à un moment on a cette prise de conscience, c'est pas comme un toboggan, mais quand même, il peut y avoir un processus qui s'installe assez naturellement. Donc la première chose que je trouve intéressante à partager, c'est se dire, si vous sentez que vous êtes arrivé à ce moment-là du parcours, c'est pas forcément utile de résister et de se dire combien de temps je vais tenir encore. Parfois on n'a pas le choix, on est d'accord. Mais poser ses valises pour prendre un petit temps de recul, ça peut être la première chose avec laquelle vous repartiez aujourd'hui, si c'est ce que vous avez en tête. Et donc, ce qui nous amène à ce temps de pause, ça nous fait passer dans la saison suivante, qui est métaphoriquement l'automne. Donc l'automne, c'est la saison, si vous vous souvenez, c'est la saison où, quand on est un peu dans la campagne, là je vais prendre une métaphore agricole, vous voyez les champs, ils sont souvent, la surface est retournée, on appelle ça les guérets, je crois. C'est le moment où vous voyez la terre un peu plus foncée. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Quand on retourne la terre en surface, en fait on essaie de l'oxygéner. C'est-à-dire que la terre, elle est encore tout à fait fertile, elle a juste donné le meilleur d'elle-même pendant tout l'été, il y a eu la moisson, et avant de repartir, il y a besoin de ce temps d'oxygénation où on retourne en surface. C'est un peu ce qui se passe quand... vous arrivez à la rentrée, puis vous vous dites, bon alors cette année, qu'est-ce que je fais ? Non, là faut que je prenne soin de mes besoins. Peut-être qu'il faudrait que je fasse du yoga. Non, peut-être qu'il faudrait que je passe à 80%. Donc on est sur un ajustement, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer de métier, on ne va pas forcément changer d'entreprise, peut-être, mais c'est pas sûr. On est davantage sur une forme de bienveillance à l'égard de soi-même en se disant de quoi j'ai besoin dans le fond. Qu'est-ce que je n'arrive plus à respecter moi-même. Souvent, on aime bien accuser les autres, on se dit c'est mon patron, c'est mes collègues. Mais à cette étape-là, je vous invite déjà à regarder à l'intérieur de vous-même et à observer comment vous avez mis en place ce qui vous permet de respecter vos besoins. Juste cette démarche-là,
Ça peut suffire. C'est cette fameuse petite transformation où on ne va pas forcément faire la révolution, mais on a déjà pris les choses en main, ce qui est très différent en fait. On ne subit plus une contrainte qui est souvent en partie le fruit de notre représentation d'ailleurs. On se dit, bon, qu'est-ce qui serait bon pour moi pour que je puisse un peu mieux respecter mes besoins? Donc ça, c'est ce qui se passe en automne. Je veux bien un petit clic pour l'image suivante, voilà, parce que là, en fait, on a un vrai dilemme. Alors, peut-être que certaines d'entre vous sont à cet endroit-là. C'est-à-dire, en fait, est-ce que mieux prendre soin de mes besoins, ça va suffire ou pas? Ce matin, il y avait une conférence sur laquelle on reviendra peut-être, je crois que c'est Sophie qui va revenir sur le sujet en question, où la question c'était, est-ce que c'est juste une histoire de ras-le-bol, où là, vraiment, j'en peux plus, ou c'est que j'ai plus envie, mais en prenant soin de mes besoins, ça va peut-être revenir, en fait. Donc là, il y a une vraie question. Est-ce que c'est une transition de type 1, type 2? Et il y a une décision à prendre. Si effectivement, vous vous apercevez que vous êtes arrivé au bout d'un truc et que ça ne colle plus, c'est que probablement, ce n'est pas une problématique de besoin, mais de valeur. Les valeurs, c'est ce qui est important dans notre vie. C'est ce qui donne sens à notre engagement. C'est ce qui fait que on a le feu sacré, on a l'énergie pour se lever tous les matins, ce qui n'est pas facile. Et parfois, la réflexion de fond à avoir, elle se joue en hiver. Donc, vous voyez, on descend encore d'un étage. Et on fait cette fameuse transition dite de type 2, donc la grande transformation. Alors, souvent, on appelle ça la reconversion. On est au salon de la reconversion féminine. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qui se fait toujours si confortablement que ça. D'abord parce que souvent, vous n'êtes pas toute seule concernée. Ce n'est pas toujours une décision qu'on prend seule. On a peut-être des enfants, on se dit est-ce que c'est le moment, mes contraintes financières, et ci et ça. Et évidemment, ce sont des questions légitimes. Et puis on n'est peut-être pas toute seule non plus. On a un compagnon, un mari peut-être. Et il y a aussi cette question de, comment je vais dire, d'être soutenu dans cette décision-là. Parce que c'est une décision qui, parfois, quand on change un peu les paramètres, peut être lourde de conséquences. Derrière la réflexion autour des valeurs, on peut avoir envie de changer de métier avec une reprise d'études, avec une réorganisation, avec des modalités de rémunération qui ne seront peut-être pas les mêmes. Peut-être que du coup, je serai plus salariée, je vais passer à autre chose. Donc, c'est des choses qui peuvent être... comment je vais dire? Il y a de l'incertitude derrière. Et en même temps, qu'est-ce que ça vaut la peine d'y réfléchir? Donc, entrer dans l'hiver, ça veut dire vous retrouver seul face à vous-même. Je viens de vous dire qu'on ne fait pas toute seule, on est entouré, mais quand même, c'est une saison où, si vous vous rappelez ce que vous avez fait l'hiver dernier, on est quand même plus souvent au coin du feu, plutôt en train de cocooner, qu'en train d'aller faire la fête sur la plage. Donc c'est une étape qui peut être synonyme alors de solitude, d'isolement, c'est des mots un peu forts, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Il n'y a que vous qui savez quelles valeurs vous avez rangées au placard depuis parfois des années en fait. Les valeurs, il y en a qui viennent de notre éducation, il y en a qui viennent des gens qu'on a croisés, nos mentors, souvent les premières personnes avec lesquelles on a travaillé. Et puis au fil du chemin, pour des tas de bonnes raisons, on a fini par mettre ça un peu dans l'ombre. Et remettre la lumière là-dessus, il n'y a que vous qui pouvez d'abord décider de le faire. Regardez avec lucidité ce qu'il y a à cet endroit-là, parce que ça demande du courage. Et en même temps, quand on met des mots là-dessus, d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile de recommencer à avancer, à faire des projets, retrouver le goût des choses. Donc c'est une période qui peut durer longtemps. Ce matin, je vois un visage au fond de la salle, j'ai échangé avec une dame qui était là l'année dernière, puis qui me dit ça va pas assez vite. Mais ça fait déjà 1 an que je suis venue. Je dis mais vous avez vu tout ce que vous avez fait déjà? Ben oui. En fait, quand on est dedans, ça y est, c'est reparti, mais quand même, ça se fait pas tout seul, quoi. Il y a des choses à régler, il y a des étapes à franchir, donc patience. Cela dit, parfois, dans la période de l'automne, on a déjà questionné pas mal de choses. Donc, on a déjà posé un certain nombre de sujets, on a la moitié des réponses, et quand on entre dans l'hiver, ça peut aller plus vite quand même. Mais voilà, si vous êtes dans cette phase, vous avez l'impression que ça n'avance pas, et puis autour de vous, les gens ne comprennent pas. C'est pas très valorisant d'être dans cette étape socialement. On se dit, tu fais quoi? Je sais pas, je fais plus la même chose qu'avant, mais je sais pas encore ce que je vais faire après. Je vois des visages qui ça parle. Ce matin, donc, j'ai fait une série d'entretiens, et en général, au début, je disais, qu'est-ce que je peux pour vous? Et puis la personne me disait, j'y vois pas clair. Oui, à cet endroit-là, on sait plus trop où on est, en fait. Ou une dame tout à l'heure qui disait, j'ai pas retrouvé ma place.
Ben oui, c'est juste tellement normal en fait. Hein. Donc, je vais aussi, en parallèle de mon activité de coaching, j'enseigne la méditation. C'est pas sans rapport, hein, parce que la méditation, ça nous apprend à accepter ce qui est, ça nous apprend à lâcher prise. Et à cet endroit-là, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. C'est laisser faire les choses comme elles sont pour se laisser être. J'ai plutôt envie de le formuler comme ça. C'est-à-dire que souvent, on a pris un costume pour faire plaisir aux gens, pour des tas de raisons sociales tout à fait défendables. Mais à l'intérieur, il y a peut-être autre chose qui a envie d'être, d'éclore, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc ça veut dire rester bien au chaud au coin du feu. Ça veut dire en même temps, voilà, petit à petit, on va semer des graines, on va les arroser, et un jour, à un moment, subitement, vous allez vous apercevoir que vous êtes à nouveau en train d'avancer. Souvent d'ailleurs, c'est les autres qui vont vous le dire. Comme ce matin en entretien, je dis mais vous vous rendez compte le chemin que vous avez parcouru? Et là, ça y est, vous avez déjà remis le pied dans le printemps. Le printemps, on est en bas à gauche. Alors au printemps, vous voyez, on est en plein dedans, ça fleurit de partout. Donc il y a une espèce de sensation d'abondance. Il peut y avoir des moments, là, dans cette transition que vous vivez, où vous avez l'impression qu'il se passe tellement de trucs d'un coup, là, ça m'est jamais arrivé, mais qu'est-ce que j'ai croisé quelqu'un, puis j'ai lu ça, et puis... Donc c'est la période où vous allez avoir des synchronicités incroyables. Vous dites, non mais c'est dingue, j'ai lu ça, puis comme par hasard, et je décroche un rendez-vous avec telle personne, et juste la veille, je vois un article qui me donne des arguments pour aller débattre de ce que je veux argumenter. Donc le printemps, c'est une phase qui peut être... il y a une forme d'ébullition. Alors, ça déborde pas comme en été, hein, mais on sent que ça bouge. On va pas pouvoir cueillir toutes les fleurs, hein, il y en a trop. D'ailleurs, quand on fait un bouquet, il y a des fleurs qui vont pas ensemble. Donc il y a cette idée aussi de choisir. Alors on peut garder plusieurs fers au feu, on peut se dire tiens, ce projet, je le garde au frais au cas où, puis celui-là, je vais vraiment l'explorer, je vais aller le confronter au marché. Il y a une phase un peu d'expérimentation, on va dire. Et souvent, ce qui permet de hiérarchiser les pistes, je vais dire comme ça, c'est la notion de talent. Alors, le talent, c'est un peu galvaudé, hein, ça à toutes les sauces. Dans la définition en coaching, on dit derrière le talent, il y a ce que je fais avec plaisir et sans effort. Vous pouvez faire le lien avec la performance, il y a du résultat, les besoins, je respecte mes besoins, il n'y a pas d'effort, et en plus, voilà, il y a du sens, c'est conforme à mes valeurs, c'est-à-dire que quand je suis sur ma zone de talent, plus je le fais, mieux je le fais, plus je me fais plaisir, et je vais développer une forme d'attractivité, de charisme, c'est-à-dire que les gens, ils viennent vous voir pour vous reconnaître vos talents. Déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent « Bah oui, mais ça, tu le fais super bien, c'est pour ça que j'aime travailler avec toi ». L'idée, c'est vraiment de remettre les talents au cœur des arbitrages que vous avez à faire. Ce qui, à mon sens, va encore plus loin que la notion de compétence. Compétence, je sais faire, je peux être très très efficace. Talent, je peux le faire longtemps. Donc je vais m'économiser sur la durée, je vais me prémunir de l'épuisement professionnel. Et il y a ce côté plaisir qui fait que je vais être probablement mieux entourée. Cette histoire d'attractivité qui fait que les gens, ça les interpelle, ils ont envie de venir en parler avec vous, ils ont envie de faire comme vous, etc. etc. Et puis chemin faisant, vous allez affiner votre choix, l'assumer un peu plus, et on va se retrouver à nouveau en été, à nouveau en zone de performance. Et évidemment, vous me voyez venir, le risque, c'est à nouveau de travailler beaucoup, beaucoup, voire un jour un peu trop, mais quand même, quand on a fait le tour de piste, en général, on est un peu averti, on est vigilante à cette chose-là, et en même temps, c'est bien, voilà, de se rappeler que on n'a pas fait tout ce chemin pour à nouveau tomber dans un scénario où on va donner plus que nécessaire, peut-être. Sur la partie gauche, il y a une bonne partie des thématiques là, que j'ai évoquées implicitement dans mon commentaire du schéma. Donc, les questions à vous poser, c'est intuitivement, vous vous sentez en quelle saison? Est-ce qu'il s'agit, en termes d'enjeux pour vous, d'un simple ajustement ou réellement d'une transformation? Et les enjeux, vous voyez, si on repart de la définition, c'est ce qu'on a à gagner ou ce qu'on a à perdre. Hein. C'est comme quand on joue au poker, on mise. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous êtes prête à miser dans cette histoire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes prête à mettre dans la balance? Évidemment, il y a des choses que vous avez envie de gagner, mais on ne peut pas que gagner dans la vie. Souvent, il va falloir renoncer à certaines autres choses. Parfois, c'est facile de renoncer à certaines choses. Il y en a d'autres, ça méritera d'y réfléchir un peu. Donc, je trouve que ce qui permet d'accélérer le processus, c'est souvent de revenir à cette notion d'enjeu.
Et derrière, alors c'est vraiment en lien avec les rencontres que vous faites aujourd'hui, le levier d'accompagnement le plus approprié, c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va vous aider à mieux respecter vos besoins? Vous voyez quand vous échangez sur les différents stands, on n'a pas tous le même discours, tous, d'ailleurs il y a des messieurs. Je pourrais parler de ce que je propose en méditation, on est beaucoup sur respecter ses besoins. Peut-être que la réflexion de fond, c'est vraiment redonner du sens à ce que vous faites, donc c'est autre chose. Peut-être que c'est les talents. En fonction d'où vous diagnostiquez votre position aujourd'hui, vous pourrez probablement choisir un meilleur partenaire pour vous accompagner dans cette transition, en fait. Quel type de cabinet, quel type de structure? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est sur la durée? Parfois, on n'est pas obligé de se faire accompagner pendant 40 heures. Il suffit d'une ou deux séances sur un truc qu'il vous fallait débloquer, et c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là que je souhaiterais que vous puissiez emmener avec vous. Il y a la question du timing, combien de temps j'ai? Parfois, c'est urgentissime de changer. Parfois, ça vaut la peine d'attendre un peu parce que dans 1 an ou 2, vous aurez plus de marge de manœuvre. Bon, voilà. Et puis, référence interne ou externe, vous voyez à quoi ça fait référence. Référence externe, c'est plus en conformité avec ce que les personnes m'ont appris à faire pour être quelqu'un de bien. Référence interne, c'est « mais moi, dans le fond, qu'est-ce que je me souhaite à moi-même » Donc, il y a des moments où on peut se poser la question en référence interne. Il y a d'autres moments où c'est plus compliqué. Le propos, c'est pas de tout envoyer promener en se disant « moi d'abord », mais juste de se dire, si les conditions sont réunies, si c'est propice, peut-être que c'est le moment de vraiment revenir à ce qui est fondamental pour moi. Je crois que j'ai encore un écran, peut-être 2. Voilà. Voilà, super. S'il y avait une chose un peu transversale que je trouve importante que vous ayez en tête, et je sais qu'il y en a dans la salle à qui ça parle, je vois des sourires, c'est juste, même si aujourd'hui c'est compliqué là où vous êtes, de rééduquer votre regard pour réapprendre à voir la moitié pleine du verre. Parce qu'il y a forcément des choses qui vont bien là où vous êtes. Il y a forcément des choses que vous faites bien, même si on ne vous le dit pas tous les jours, voire qu'on ne vous le dit jamais. Parfois on nous le dit, on ne l'entend pas d'ailleurs. Donc, réfléchissez aussi au type de regard que vous portez sur votre situation. Et il peut y avoir un espèce de tremplin de cet ordre-là, où vous allez plutôt travailler cette idée de repartir de ce qui va bien, de ce qui fonctionne, de ce qui me fait plaisir, de ce qui me ressource, de ce qui me met en mouvement. Il y a des tas d'exercices que vous connaissez certainement, dont le grand classique, c'est l'exercice des 3 belles choses de ma journée. En fin de journée, je fais le point de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai donné, en tout cas de ce qui m'a nourri. Ça peut être des toutes petites choses qu'on fait tous les jours, mais on a oublié combien elles sont belles. Juste revenir à ça, ça peut nous remettre en bonne énergie. Les expériences qui ont été faites autour de personnes qui durablement font cet exercice, on dit il faut faire ça pendant 3 belles choses, pendant 3 semaines, 21 jours, c'est le chiffre symbolique. Pour se transformer, ça dure 21 jours, paraît-il, mais les études scientifiques sont assez convergentes. Cet exercice, il démontre que en cultivant des considérations positives, je vais dire ça comme ça, on développe son attractivité, c'est-à-dire qu'on attire des gens qui sont positifs aussi, ce qui est quand même assez utile quand on est en transition professionnelle. On a plus de chances, je vous le dis en raccourci, mais en gros, comme on a les yeux un peu plus grands ouverts, on voit plus de choses. Et c'est comme si les opportunités venaient à moi, mais non, c'est juste que je les vois plus et je tends la main en me disant c'est peut-être pour moi, je prends parce que je le vaux bien. Donc il y a tout un travail de renforcement de l'estime de soi juste par un exercice de ce type-là. Et puis la troisième chose que montrent les études autour de ces fameux exercices des 3 belles choses, c'est qu'on est en meilleure santé. Simplement parce que cultiver des pensées positives, ça élève le niveau de nos défenses immunitaires, donc ça nous prémunit de pas mal de petits désagréments du quotidien. Donc une manière de préparer cette transition, ça peut être ça. Ça peut être de réinstaurer dans votre quotidien tout ce qui peut vous sembler positif et qui peut vous nourrir et vous aider à être en mouvement. Et le mot de la fin sera sur l'écran suivant, puisque en fait, vous avez probablement entendu parler de ce fameux Ikigai, qui est un modèle qui fait beaucoup parler de lui, qui vient du Japon. C'est vraiment ça l'idée, en fait, c'est de trouver au cœur de toutes ces sphères que je ne vais pas vous commenter, vous les voyez, ce qui va être votre futur centre de gravité, que vous allez pouvoir faire en vous appuyant sur des alliances, en rencontrant des gens, donc ça c'est le challenge d'aujourd'hui, en étant un peu plus disponible à tout ce qui vient à vous, et ça suppose d'avoir retrouvé une forme de sérénité pour être attentive aux signaux faibles, cette fameuse sérendipité, l'art des heureux hasards, et aussi en restant flexible
Vous vous rappelez, dans la saison du printemps, il y a l'idée d'avoir plusieurs fers au feu, de garder plusieurs options, et puis de se laisser surprendre par les opportunités auxquelles vous vous attendiez pas. Puis c'est peut-être ça votre chemin en fait. Hein. Donc je vous souhaite aujourd'hui de trouver l'opportunité inattendue qui va vous ouvrir la voie. Merci de votre attention. Bien, bonjour à toutes et à tous. Quand j'étais enfant, en fait, j'entendais toujours mon père raconter tout ce qu'il ferait à la retraite. Il avait beaucoup de projets, sauf qu'il est mort à 49 ans et qu'il n'y est jamais arrivé. Et que je sais à quel point ça m'a marqué en tant qu'enfant et en tant que femme aujourd'hui, de me dire finalement que la vie c'est aujourd'hui, et c'est pas demain, et c'est pas à la retraite. Et je me suis promis, à ce moment-là, que chaque jour de ma vie serait plein de ce que j'avais envie d'être et de faire. Et finalement, c'est vraiment ça qui me porte aujourd'hui. Ce qui m'anime dans ma vie aujourd'hui, c'est ça. C'est finalement comment nous pouvons chacune et chacun être l'être libre que nous sommes appelés à être. Et finalement, quand j'anime des séminaires, quand j'accompagne, finalement, il y a 3 questions assez basiques. 3 questions, peut-être 2. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie vraiment ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser à vos enfants, si vous en avez ? Ouais, c'est 2 questions, en fait. Et c'est ça qui conduit finalement toute ma recherche. Donc, moi, en gros, mon parcours, pour être assez rapide, j'étais dans une trajectoire dite de réussite, des études brillantes, tout bien comme il faut. 16 années passées dans une grande entreprise, dans une trajectoire avec des postes à grosse responsabilité, des gros enjeux, et en même temps une soif de sens terrible qui n'était pas du tout étanchée. Et donc j'ai commencé un parcours de thérapie personnelle, d'accompagnement pour définir mon projet, pour acquérir les compétences dont j'avais besoin, et j'ai démissionné, il y a 13 ou 14 ans de ça maintenant, pour me consacrer uniquement à l'accompagnement, d'une part en thérapie, d'abord dans un premier temps, et puis en coaching, en accompagnement individuel et organisationnel, ce que je fais aujourd'hui depuis plusieurs années. Voilà. On y va, c'est parti. Alors moi, c'est vrai que ce qui me guide beaucoup, c'est la question du sens, parce que bien souvent, effectivement, j'entendais encore ce matin... je ne sais pas quoi faire, je suis dans le flou, mon projet n'est pas clair. Oui, mais c'est normal, parce que si vous ne savez pas quel est le sens que vous avez envie de donner à votre vie, c'est normal de patauger un peu, d'une certaine façon. Et donc, ce qui est vraiment, pour moi, essentiel, c'est à la fois de bien garder la tête dans les étoiles, et je sais que parfois, notre capacité à rêver a été coupée très tôt, et qu'il relève de notre responsabilité à chacune et à chacun, finalement, de retrouver cette capacité à rêver, et cette capacité à toucher notre désir, qui va finalement marquer ce pourquoi nous sommes là. Donc garder la tête dans les étoiles et en même temps les pieds sur terre. Parce qu'évidemment, des personnes qui ont la tête dans les étoiles, j'en ai vu beaucoup aussi, alors ils sont beaucoup la tête dans les étoiles, un peu éthérées quelque part, ils sont lost in space, mais dans leur vie quotidienne, il n'y a rien qui change. Et à contrario, des personnes qui sont hyper les pieds sur terre et qui ont complètement perdu toute capacité à la fantaisie et au rêve. Et donc tout l'enjeu évidemment que nous avons à porter, c'est comment on fait l'alliance justement entre toute cette aspiration que nous portons en nous, tout cet être que nous portons en nous, et en même temps la réalité de notre quotidien, parce qu'évidemment, si j'ai 3 enfants, une maison à charge et un mari qui est malade, évidemment, le contexte n'est pas tout à fait le même que si je suis seule, célibataire et sans enfants. Et que ça, on peut pester contre ça, mais ça c'est la réalité dans laquelle nous sommes et que nous avons besoin vraiment de consentir à la regarder avec beaucoup de lucidité. La question du sens aussi, c'est finalement, alors ça a été évoqué, c'est finalement qu'est-ce qui motive notre insatisfaction ? Est-ce que c'est effectivement, j'en peux plus de mon boss parce que juste il est insupportable, qu'il me harcèle tous les jours et que donc j'ai envie de tout envoyer balader ? Ou c'est effectivement beaucoup plus, au fond de moi, une insatisfaction chronique, latente, qui marque finalement que je suis déplacée par rapport à la personne que je suis. Et c'est ça qui a besoin d'éclairer de façon très claire. C'est pour ça que je dis qu'une reconversion réussie durablement commence sans doute souvent par une conversion à soi-même. Et c'est pas facile, et c'est vrai que souvent, c'est encore moins facile pour les femmes, parce que dans notre patrimoine culturel, inconscient, etc., le sens du sacrifice, pour la famille, pour les enfants, pour les parents, est quand même souvent beaucoup plus marqué que pour les hommes, et que nous avons déjà à prendre une décision importante, qui n'est pas toujours simple, de se dire, aujourd'hui je me donne ma place, et je m'autorise finalement à être celle que j'ai envie d'être. Et ça, parfois, c'est pas facile de le faire tout seul.
Donc, en tout cas, pour moi, ça me paraît être une étape clé, qui est de s'autoriser finalement à vivre la vie que vous êtes appelé à vivre. Parce que probablement, alors on n'a pas tous, on n'a pas choisi d'être là finalement, on n'a pas choisi d'être sur Terre, on n'a pas choisi d'être vivant. Bon, on a un peu été précipité là-dedans sans trop savoir ce qui nous attendait. Le fait est qu'on est ici et que peut-être notre responsabilité, c'est justement d'agir de la façon la plus juste pour à la fois combiner ce qui nous rend le plus heureuse ou le plus heureux et en même temps contribuer le plus au bonheur des autres. Et c'est pour moi, en tout cas, le travail sur lequel j'accompagne beaucoup les personnes, c'est cette question, de la finalité, de la vocation et du sens, qui va finalement déterminer un certain nombre de trajectoires. Alors, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, on parle beaucoup des valeurs, je veux vivre davantage avec mes valeurs, etc. Évidemment, les valeurs, c'est important, parce que ça va venir marquer le comment de la trajectoire. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que les valeurs ne donnent pas un sens. Elles vont venir teinter, elles expliquent, elles vont venir colorer finalement ce qui est important pour nous, ce pour quoi on est prêt à se battre, ce qu'on est prêt à lâcher, etc. Mais ça ne va pas donner finalement à quoi j'ai envie de contribuer dans ma vie, dans le monde, pour mes enfants et même au-delà. Et par ailleurs, les valeurs, même si on a des valeurs qui sont très identitaires, il y a aussi des valeurs qui peuvent varier dans le temps, d'une part avec notre âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'a pas les mêmes valeurs, ça se recompose, il y a des priorités qui se modifient, et puis aussi on a des événements de la vie qui peuvent complètement recomposer notre carte d'identité de valeurs. Donc les valeurs, elles sont importantes, parce que justement combinées au sens, puis aux compétences, elles vont pouvoir petit à petit définir les trajectoires, mais elles ne sont pas suffisantes. Les pieds sur terre. Alors, ça, c'est difficile souvent. Parce que le sens, ok, on a la grande photo, on a notre aspiration, notre grand désir avec un grand D, on connaît à peu près nos valeurs, quand on commence à y travailler, évidemment. Mais finalement, les pieds sur terre, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Ça veut dire de regarder avec grande lucidité ce dont on a besoin, qui nous sommes, et de ne pas nous raconter d'histoires par rapport à ça. Or, bien souvent, nous nous racontons beaucoup d'histoires. Tout simplement parce qu'on nous a donné l'habitude de nous raconter des histoires. Et donc, connaître ses besoins, ses critères, ses valeurs, comme on vient de le dire, et ses compétences, c'est déjà un travail qui nous demande d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de nous fréquenter d'un peu plus près, de regarder dans un miroir qui soit juste qui nous sommes pour pouvoir nommer finalement nos besoins. C'est-à-dire que si j'ai absolument besoin de mes 2 semaines au ski tous les ans parce que ça fait partie de mon écologie personnelle, ça ne sert à rien de vous dire que vous n'en avez pas besoin et que vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche. Juste là, vous allez vous mettre en insécurité et vous allez donner toutes les chances à votre projet de tomber à l'eau. Et c'est ça, reconnaître ses besoins avec lucidité, c'est aussi d'être capable de se dire, bah oui, moi j'aime bien le luxe. Ou alors, j'aime pas le luxe. Enfin, bref, pouvoir vraiment nommer ce dont on a besoin comme argent, mais de façon extrêmement concrète, pouvoir se dire, bah, voilà mon champ de contraintes et je m'engage vis-à-vis de moi-même à les respecter. Et c'est pas si simple que ça. Moi, ça fait 10 ans que j'accompagne des étudiants sur les processus de décision. Et quand on en arrive à ça, c'est-à-dire à dire, mais finalement, quels sont vos besoins vraiment ? Pas ceux dont vous avez envie, pas ceux dont vous rêvez, parce qu'évidemment, toutes les projections de chacun, on les recueille. Évidemment, pour faire plaisir à papa et maman, il faut que j'ai une grande maison, une résidence secondaire, une belle voiture, etc. Ok, mais vous, finalement, de quoi vous avez vraiment besoin ? C'est-à-dire que si vous sortez de toutes les projections, de toutes les comparaisons que vous pouvez faire, faites cet exercice de temps en temps. Moi, j'adore faire ça pour moi, parce que je me dis, bon, ok, allez, je sors des réseaux sociaux et je reviens en pure référence interne. Finalement, de quoi j'ai vraiment besoin ? Ça change souvent la donne. Mais c'est un vrai travail de liberté personnelle. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important. Et puis, repérer ses freins, ses saboteurs, ses émotions. Là aussi, c'est des indicateurs de qui vous êtes aujourd'hui. Ce matin, j'ai beaucoup entendu dans les entretiens aussi la notion de peur. Bien sûr que ça fait peur de changer de vie. D'abord, bien sûr que ça fait peur de vivre. Point. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais changer de vie, c'est-à-dire oser se mettre en déséquilibre par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à l'image que nous donnons de nous-mêmes, ça fait peur. Mais le contraire de la peur, c'est pas ne pas avoir peur, c'est la confiance. Et donc tout le travail va consister justement à vous doter des éléments suffisants de confiance pour pouvoir à un moment donné passer le cap. Et les éléments suffisants de confiance, ça peut être bien sûr un travail à faire sur l'estime de soi, ça peut arriver, ça peut être un travail à faire sur les compétences, parfois il y a des compétences à développer qu'on n'a pas et qui sont nécessaires pour se donner suffisamment confiance, ou ça peut être d'autres éléments.
Alors Marie-Jo Tardif, c'est la femme médecine avec laquelle je travaille depuis 3 ans au Québec, dit s'aimer soi-même, c'est avant tout se dire la vérité. Et c'est ça qui est vraiment clé. Qui êtes-vous vraiment? De quoi vous avez besoin? Et êtes-vous capable aujourd'hui de vous engager à prendre soin de vous dans cette vérité-là? Parce que pour un projet de reconversion, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement, ça demande quelques nuits blanches parfois. Donc il faut au moins que ça fasse sens pour vous. Bon voilà, et donc je finis avec cette petite citation de Paul Ricoeur, qui fera plaisir à Monsieur Macron, qui est affiché là dans la pièce. Que ton métier t'apparaisse d'abord comme un appel monté du fond de la vie. Moi j'aime beaucoup cette phrase, parce que dans le fond, ça nous rappelle effectivement que nous sommes là aussi pour apporter quelque chose, bien sûr à nous-mêmes, mais aussi aux autres, et que tout ce qui va venir nourrir la vie avec un grand V dans votre vie, mais autour de vous, va être effectivement probablement le bon chemin. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous cet après-midi. Bonjour à toutes, à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Oh là là. Respiration. Je souhaitais vous parler aujourd'hui, au sujet de la reconversion, de 5 clés pour se mettre plus en confiance, en énergie, trouver du sens. Ces 5 clés qui me tiennent à cœur, que je trouve utiles au quotidien pour se faire du bien. Parce que lors d'une reconversion, il faut arriver à tenir le cap, persévérer, il faut faire des choix. Donc on a besoin de plus de confiance et d'énergie. Donc les 5 clés dont je voulais vous parler sont d'abord mieux se connaître, être soi. La deuxième clé, ce sera appuyer sur ses forces et ses talents. La troisième clé, notre petite voix intérieure qui nous joue des tours parfois, et nos croyances. La quatrième clé, c'est la posture confiance qui peut nous aider aussi par moments à faire face. Et la cinquième clé, c'est passer à l'action pas à pas. Donc là, je reviens sur la première clé qui est de mieux se connaître, être soi, se reconnecter à soi. Ce qui est vraiment important lors d'une reconversion, c'est vraiment le moment où on peut prendre le temps de se poser des questions. Donc on en a déjà parlé sur les valeurs, les besoins. Donc ces questions sont: qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est la question des valeurs dont on a parlé déjà plusieurs fois. Les valeurs, c'est notre boussole intérieure, c'est ce qui nous fait prendre nos décisions. Donc elles varient selon les périodes de vie. Enfin, il y en a qui sont toujours là, présentes, parce qu'elles sont quand même là depuis notre enfance, mais elles peuvent évoluer, et c'est bien de faire un point à ce moment-là, lors de la reconversion. Autre question: de quoi ai-je besoin au quotidien pour être bien? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Ça peut être faire du sport, ça peut être voir du monde, ça peut être être seul, se recharger en étant seul. C'est selon chacun. Autre question à se poser pour mieux se connaître, c'est: quelles sont mes forces et mes faiblesses? Enfin, on les connaît un peu, mais vraiment se poser les vraies questions et prendre du temps pour les regarder en face, les accepter. Alors les forces, elles sont un peu plus faciles. Les faiblesses, on a un peu plus de mal, mais pour être mieux, accepter ses faiblesses, c'est plus confortable en fait. On devient plus authentique, et être soi, ça fait vraiment un bien fou.
Une autre question au niveau de la reconversion qui est importante parce qu'on a vraiment besoin d'énergie à ce moment-là. Qu'est-ce qui me donne et qu'est-ce qui me prend de l'énergie? On a besoin d'énergie dans ce moment-là de notre vie. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Ça peut être aussi, oui, faire du sport ou ça rejoint un petit peu les besoins. Et qu'est-ce qui me prend de l'énergie? C'est au niveau de notre environnement, au niveau de nos activités et nos relations. Donc, être vigilant à s'entourer des personnes plutôt positives et qui nous énergisent, plutôt que des personnes qui sont un peu moins positives pour nous. Donc s'en écarter peut-être un petit temps, juste le temps de faire le point, se recentrer sur soi, parce que c'est un moment où on a vraiment besoin de se recentrer, de se faire du bien. Donc oser s'affirmer, oser être soi, donner son avis. Et une phrase que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. La deuxième clé, c'est la clé des forces et des talents. Donc nos forces, c'est ce qu'on fait naturellement, ce qui ne nous demande pas d'effort et même qui nous met en énergie. Ces forces ont été étudiées et mises en évidence, elles ont été classifiées par Martin Seligman de la psychologie positive, avec tous ses collègues. Et ils ont montré que les reconnaître, c'était très bien, les mettre en évidence, mais ce qui était encore mieux, c'était d'appuyer dessus, de les renforcer, de vivre avec au quotidien. La troisième clé, c'est la clé de la petite voix intérieure. Donc j'imagine que vous la connaissez. Cette petite voix qui n'est pas toujours très sympathique avec nous. Donc, y faire attention, être vigilante par rapport à ce qu'elle nous dit. Il faut se parler comme on parlerait à une amie, parce que être bienveillant avec soi-même, ça aide. On est la seule personne avec qui on vit toute notre vie. Donc, autant bien se parler, être bienveillant avec soi-même. Et moi, cette petite voix, depuis que j'en ai vraiment pris conscience et que j'y fais attention, j'ai un vrai soulagement, je me sens beaucoup mieux. Mais par contre, il y a toujours des automatismes qui reviennent, donc faire attention. Mais voilà, bien se parler, c'est important. La quatrième clé dont je voulais vous parler, c'est la posture de confiance. Donc, on sait que le mental agit sur notre physique. Donc, quand on ne se sent pas bien, on aurait tendance à baisser les épaules, on ne se tient plus, quoi. Enfin, on se tient moins bien. Donc, on sait maintenant que notre corps peut envoyer des messages à notre mental. Donc par une posture de confiance, donc se tenir droit, la tête un peu relevée, un petit sourire, et puis mentalement on se met sa petite cape dans le dos de confiance, et vous verrez que mentalement, elle revient, elle est là, et en tenant cette posture, on renvoie aussi de la confiance aux autres. Donc quand on en manque un peu, ne pas hésiter à se retenir droit, mettre sa cape. Et donc la cinquième clé qui est vraiment liée à la confiance, c'est le passage à l'action. Le pas à pas, notamment le pas à pas. Parce que des fois, on regarde tout de suite en haut des marches et du coup ça nous paraît très très haut. Alors que si on regarde la première marche et qu'on fait marche par marche, tout en ayant une vision de ce qu'on veut tout là-haut, ça apaise, c'est plus facile. Le plus petit pas possible chaque jour quand on a des actions à poser. Et ça remet en confiance aussi.
Donc tous les jours, une petite action dans le sens de notre confiance pour une reconversion réussie. Donc oui, quand on a un objectif de reconversion qui nous paraît un peu trop important, du coup qui nous freine, qui nous met un peu dans la procrastination, le découper et en faire un tout petit peu chaque jour ou un tout petit peu dès qu'on peut. La somme de nos journées font nos semaines, font nos mois, font nos années. Donc pas à pas, on arrive à notre destination, à nos objectifs, plus tranquillement. Je voulais terminer par un petit exercice de confiance. Je vous propose de retrouver un moment de confiance que vous avez eu dans votre vie. Il y a une semaine, il y a 10 ans, il y a 20 ans, dans votre enfance, dans votre adolescence. Je vous propose de fermer les yeux et de revoir ce moment de confiance, de le sentir, de vous remettre dans la scène. Où étiez-vous à ce moment-là? Que voyez-vous? Que sentez-vous? Avec qui étiez-vous? Que faisiez-vous? Quelle force aviez-vous utilisée pour en arriver à ce grand moment de confiance? Quelles actions aviez-vous réalisées pour en arriver là? Que disait cette petite voix intérieure? Que ressentez-vous avec cette confiance en vous? Que ressentez-vous dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête? Je vous propose maintenant de faire un petit geste avec votre main, soit fermer le poing, soit deux doigts, pour ancrer ce moment de confiance que vous pourrez emporter avec vous et réutiliser si besoin, quand besoin. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, revenir parmi nous. Je vous remercie. J'espère que ces clés, au moins, pourront vous être utiles à un moment ou à un autre. Faut essayer, faut tester, et bonne reconversion, bon chemin vers votre nouvelle vie professionnelle. Je vous remercie. Bonjour, alors moi je vais essayer d'être très rapide du coup. Je me suis amusée juste avant de préparer mon slide, je me suis dit, mais en fin de compte je vais parler de la reconversion, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Et je me suis fait ce petit bilan, c'était la première fois que je le faisais, à 58 ans, marqué 7 ans. 7 entreprises, 8 métiers, 9 diplômes, 3 certifications, une habilitation. Voilà, bon, et je me dis, quelqu'un m'a dit ce matin que c'était peut-être pas fini. Bon. Donc aujourd'hui, le thème, moi, c'était effectivement réussir sa reconversion par une bonne analyse de ses motivations et valeurs. Bon, je crois que mes 3 consoeurs, vous en parlez beaucoup de valeurs. Je suis désolée, je vais en remettre une couche. Parce que c'est important, voilà. Et donc, moi, je vais aborder ce thème-là, d'abord sur 4 points. Alors, la première, c'est effectivement la reconversion. Je vais laisser assez vite. La première étape, c'est ouvrir le champ des possibles. Ça me paraît très important, surtout quand on est dans une phase où on ne sait pas trop où on va. La deuxième étape, prendre le temps de savoir ce que l'on veut vraiment. Hein, c'est encore de la redite. Et pour finir, je vous laisse la surprise. Donc, la reconversion est à ma vie. Alors, d'abord, ce matin, c'est vrai que la personne que j'ai lue, j'ai dit, mais oui, attention, la reconversion, c'est une chance extraordinaire. On prend ça parfois par un échec, mais non, c'est une chance. Donc, elle est à prendre comme une chance. Parce que souvent, le premier métier, c'est peut-être un choix personnel, mais peut-être aussi un choix familial. Voilà, mon papa était médecin, architecte, militaire, je ne sais quoi. Est-ce que c'était vraiment une orientation scolaire? Mais en tous les cas, ce n'est pas toujours un choix volontaire. Donc, la reconversion, pourquoi pas se dire c'est le choix d'une passion, conforme à qui nous sommes.
Et là aussi, j'en parlerai un peu plus tard, mais attention à nos filtres. Donc la première des choses, quand je dis offrir le champ des possibles, c'est tellement effectivement le choix, mais sur quelle base? Alors la première des choses, quand on ne sait vraiment pas trop quel métier l'on veut faire ou si on veut changer, eh bien un support. Alors là, moi, je vais être très pragmatique, je suis désolée. Ce sont les évaluations. Alors aujourd'hui, il y a deux tendances. La première, pour celles qui ont pu faire un bilan de compétences, c'est ce qu'on appelle le modèle vocation avec la partie RIASEC, et j'ai juste abordé assez rapidement, juste pour mettre en mémoire pour celles qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Et puis maintenant, les choses évoluent. On a des évaluations qui sont beaucoup plus profondes et qui font maintenant appel à la recherche de nos comportements professionnels et à nos motivations et valeurs. Donc rapidement, pourquoi aussi cette question de dire d'évaluation? C'est que je ne sais pas si vous savez, mais il y a 531 fiches métiers. Si vous les connaissez toutes, levez la main. Moi non plus, je vous rassure. 10 000 appellations de métiers. Donc quand on a envie de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vous propose de prendre le book Chrome, de feuilleter ça, et on se revoit dans 10 ans. Donc comment savoir le métier qui nous correspond? Eh bien effectivement, ces tests d'évaluation peuvent être un moyen, du moins d'y voir un peu plus clair. Alors je ne dis pas que c'est la solution idéale, c'est bien pour ça que le coaching, je vais vous en parler après, peut vous aider, mais au moins ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est que le RIASEC? C'est de se dire d'abord, est-ce que vous êtes logique? Ça c'est le côté gris. Est-ce que vous êtes plutôt créatif, artiste? Voilà, ça c'est effectivement les tendances. Après, il y a côté réaliste et artiste, vous trouvez l'investigateur. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt dans ce profil-là? Ou, alors, est-ce que vous aimez le social, donc tout ce qui est média? Donc là, c'est le fun le plus total. Ou, plutôt, après le côté réaliste, investigateur, artiste social, est-ce que vous êtes plutôt voilà, entreprenant, allez, j'y vais, je monte ma boîte, pourquoi pas? Et le dernier, et pour finir, alors j'adore celui-ci parce qu'il me correspond bien, est-ce que vous êtes le petit bonhomme rouge? C'est-à-dire vous allez dans le sens contraire de tout le monde. Moi, je suis petit bonhomme rouge. Et plutôt, mais c'est plutôt bien, parce qu'il faut de tout aussi, très conventionnel. Donc effectivement, le premier test va vous donner, est-ce que vous êtes, c'est ce qu'on appelle les 6 dimensions RIASEC, est-ce que vous êtes plutôt réaliste, investigateur, artiste, social, entrepreneur, conventionnel? Et cette première évaluation va vous donner des matchings, parce que c'est très à la mode en ce moment. On fait ça avec les mariages, on fait ça avec les métiers. Est-ce que vous êtes match avec tel ou tel métier? Mais ce n'est pas tout à fait aussi complet que si vous prenez l'autre maintenant, puisque ça a évolué, l'autre évaluation qui va vous permettre vraiment de mieux connaître, alors je rejoins, vos atouts, vos forces, vos besoins. Donc tout ça se complète, c'est une chance, on dit bien toute la même chose, c'est super. Et cette évaluation va, c'est bien, ouf, va vous donner et étudier 28 facettes de la personnalité, ce qui est beaucoup. Mais en même temps, c'est pour ça que ça permet d'avoir un peu plus de compatibilité avec les différents métiers qui peuvent exister. Ça va vous permettre effectivement de mieux vous connaître aussi, c'est important. Alors les tests, je sais qu'il y en a qui sont contre, mais c'est un point de départ. Pour moi, ce n'est pas une finalité, c'est un point de départ et ça permet après de développer et d'être un fil conducteur. Donc effectivement, il faut savoir qu'il y a 138 cours de métier qui va être proposés par rapport à ces évaluations qui sont donc plus RIASEC ou plus basées sur vos comportements professionnels et vos motivations. Mais déjà, ça va vous donner une première approche. Mais est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr que non, c'est bien pour ça que nous, coachs, nous sommes là. Parce qu'on va vous aider, effectivement, il va y avoir des choix suggérés, mais c'est de se dire, merci, suivant, prendre le temps, je voyais comme quoi tout se complète, je fais une synthèse en fin de compte de tout ce que mes consoeurs ont dit, prendre le temps de ce que, excusez-moi, c'est que j'essaie d'aller vite pour gagner du temps, prendre le temps de savoir ce que l'on veut vraiment. Et c'est là où le travail sur les motivations et les valeurs vont être importants. Donc, comme je viens de dire à l'instant, l'évaluation donne une première approche, mais la seconde étape va être plus dans la recherche de ce que l'on veut vraiment. Et est-ce que le métier choisi est-il en adéquation avec mes valeurs? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si facile que ça. Alors, effectivement, moi j'aime bien, alors, ça tombe bien, je ne savais pas qu'on allait parler de la même chose. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Je fais un peu, comme Laurence, de dire où est-ce qu'on se trouve. Alors, effectivement, moi j'ai dit le nom du modèle, c'est le modèle Hudson. On peut passer. Voilà.
Donc, je vais passer vite parce qu'en fin de compte, ce qu'a dit Laurence, je vais vous le redire. Effectivement, c'est important. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu ça. Type 1, type 2, on retrouve la même chose. C'est surtout, et je suis, tout ça dit tout à l'heure, Laurence, c'est de dire où est-ce qu'on se trouve dans ce modèle. Est-ce qu'on est, ça y est, on a un objectif et on va aller vite, ou est-ce qu'on est dans la phase à faire le bilan, est-ce qu'on est dans la phase de maturation? Effectivement, c'est important de savoir où est-ce qu'on se trouve pour être optimum dans son choix. Je passe vite, puisque Laurence en a parlé ça encore nettement mieux que moi. Et là, je voulais aussi parler des 7 piliers de vie. C'est un outil de coaching très connu. Et dans les 7 piliers de vie, c'est de se dire, ce sont 7 points importants pour construire sa vie. Alors, je vais passer vite. Le premier, c'est l'intégrité. Le deuxième, c'est les besoins. Savoir quels sont ses besoins, et c'est important. Le troisième, alors pourquoi j'ai mis en rouge, parce que je vous en parle aujourd'hui, c'est bien les valeurs. On en a parlé tout à l'heure aussi. Le quatrième point, c'est être positif. Effectivement, on pense que c'est simple, mais si on arrive à être positif tout le temps, eh bien, on voit toujours le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. L'autre point, c'est savoir poser ses limites. Ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Là aussi, faire un peu, comme disait Sophie, de savoir un petit peu dans son cadre, dans son environnement, ce qui est bien pour soi, ce qui ne l'est pas. Donc, vérifier son réseau relationnel. Enfin, je passe assez vite, mais c'est tout ça fait que, et le dernier pilier de vie, rendre le présent parfait. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Si on pouvait se dire tous les matins, tout est parfait. On ne fait pas assez cet exercice. Mais franchement, le matin, quand vous vous réveillez, dites-vous bien, mais ça, c'est formidable dans ma vie. Il y a toujours quelque chose de parfait dans sa vie. Et plutôt de regarder le côté parfait et pas forcément le côté imparfait. Et imparfait, c'est le passé en plus. Donc prenez le présent. Et souvent, effectivement, aussi, on a toutes ces phrases, c'est bien. Il est aussi intéressant de s'intéresser au voyage qu'à la destination. La vie est un beau voyage. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand on est en bas, on remonte. C'est toujours... Il n'y a personne qui a une vie formidable et sans problème. Mais c'est de se dire, allez, je passe les moments difficiles parce que je sais qu'après, le rayon de soleil sera là. J'ai mis du jaune, le soleil. Alors, juste pour montrer pourquoi je disais que tout à l'heure, sur le travail sur les valeurs, c'était pas si évident. Alors là, je vous ai mis tout en vrac les valeurs. Il y a 2 slides pour montrer les valeurs. C'est juste pour montrer à quel point les valeurs, il y en a énormément. Et quand je fais cet exercice avec mes coachés en disant, allez, tu en as 100 devant toi, quelle est ta valeur? Ah bah oui, mais tout ça me correspond. Enfin, souvent, en gros. Ah bah oui, mais tu dois en trouver une. Et là, croyez-moi, l'exercice, je n'ai trouvé facile pour personne. Et moi-même, je l'ai fait, je peux vous garantir qu'on prend du temps. Quelle est ma valeur phare? La valeur qui va faire que dans ma vie, ça va me motiver le matin, ça va être le fil conducteur de ma vie, de savoir ce que je veux pas, le métier que j'aime pas. Et c'est vrai qu'effectivement, les valeurs, c'est important. Alors, tu parlais tout à l'heure du sens. Tout ça, c'est lié. Mais c'est vrai que savoir ce qui va nous motiver, nous faire vibrer, déclencher notre potentiel, ce travail sur les valeurs, eh bien, concrètement, ce qui est pensé, ce qui est important, et il est primordial. Alors, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième slide. Voilà. Alors, effectivement, quand on fait sur l'autre slide, merci, c'est de se dire après, on peut aussi faire plus court quand on veut vraiment se focaliser sur les valeurs. Mais en tous les cas, c'est de savoir effectivement chercher des valeurs qui nous complémentaires, où est-ce qu'on les place. Les valeurs travail sont aussi parfois un peu différentes des valeurs de notre vie. Donc après, tout dépend effectivement de l'exercice que l'on veut et où l'on se trouve. Donc, j'ai passé vite aussi. Alors, et pour finir, je vais montrer une image après, pour ceux, enfin et celles d'ailleurs, qui connaissent, je vous demande de ne pas répondre. C'est effectivement, vous allez voir une image, on peut la mettre maintenant. Alors, voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous voyez? Alors, est-ce qu'une personne veut me dire quelque chose? Une dame âgée, très bien. Est-ce que tout le monde voit une dame âgée? Le 3/4. Alors, qui dit mieux? Une jeune femme, de profil, 3/4 arrière. Ça, c'est du précis. Est-ce qu'on peut mettre l'autre image derrière? Et là, c'est toujours pareil?
Alors effectivement, pourquoi j'ai mis ces deux images? Alors d'abord parce que la vision parfois en noir et blanc n'est pas la même que la vision en couleur. Vous avez bien compris qu'effectivement c'était exactement la même image. Et effectivement, la solution, elle est sur le slide suivant. Eh ben, tout le monde a raison. Voilà. Vous voyez aussi bien, et sur une même image, on a effectivement l'image d'une personne jeune ou vieille. Pourquoi j'ai montré ça? C'est parce que, voilà, une histoire de perception. On a tous regardé la même chose, on a vu les choses différemment. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Et quand on analyse sa situation, eh bien, on peut avoir exactement la même chose. C'est-à-dire, vous allez pouvoir voir le côté blanc, le côté noir. C'est vrai que c'est toujours très drôle de faire cet exercice-là. Alors souvent, les hommes, ils voient des jeunes femmes. J'ai fait le test, ça m'a fait toujours sourire. Voilà, non, mais c'est drôle parce qu'on fait ça avec notre propre perception. Effectivement, pourquoi, et le slide suivant, non, il en manque une. Voilà, merci. C'est important. La carte n'est pas le territoire. C'est un peu la conclusion de ce que je viens de voir. C'est que nous avons tous et toutes notre propre interprétation d'une situation. Tout va dépendre de notre culture, de notre éducation, de nos croyances, de nos sens, on en a parlé. Et effectivement, notre réalité, elle est faite à travers nos filtres, voilà, nos filtres personnels. Donc le fait de se faire accompagner, je dirais que nous, on enlève tous nos filtres, c'est bien. Et on peut effectivement vous apporter une autre vision. Et c'est bien de confronter les visions, d'ouvrir le champ des possibles, on en revient là-dessus. Et effectivement, l'intérêt de l'accompagnement, c'est ça. C'est de pouvoir effectivement... alors pour finir, effectivement, voilà, j'ai été vite. Alors moi j'aime bien un voyage de 1000 km. Alors le vrai mot, c'est un voyage de milieu, parce que les kilomètres n'existent pas en Chine. Mais voilà, l'image est là. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Et moi j'aimerais vous donner deux messages. Ne pas oublier, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, allez-y. Et j'espère que voilà, on aura pu vous apporter chacune quelque chose. Merci à tous.